Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinerons 5 rencontres avec de grands félins qui se sont avérées fatales. D'un randonneur solitaire dans les montagnes du Népal à un fermier tranquille en Argentine défendant son bétail à l'aube. Mais d'abord, en Oregon, une mère de 4 enfants est entrée dans son jardin et a croisé un puma qui n'a pas hésité. C'était le 9 octobre 2018, à l'extérieur d'Ashland, Oregon. Le matin était calme, l'air légèrement métallique à cause des semaines de résidus d'incendie qui s'accrochaient à la crête au-dessus de la ville. La lumière du soleil traversait une fine brume de fumée, alors que Melissa Crane entrait dans son jardin pour ramasser le linge, une tâche normale qui commençait comme n'importe quelle autre. Melissa Crane avait 34 ans, mère au foyer de 4 enfants. Elle vivait dans cette maison modeste, vert pâle, depuis 6 ans, dans un cul-de-sac tranquille, où les enfants jouaient au basket dans les allées et où tout le monde savait qui faisait le meilleur pain à la banane. Son mari, David, travaillait à temps partiel dans un entrepôt. Ils géraient leur budget avec soin, mais gardaient les week-ends libres pour des pique-niques en famille près du lac émigrant. Melissa était du genre à saluer les voitures qui passaient, à apporter de la soupe quand quelqu'un était malade. Après que des incendies de forêt aient balayé la crête voisine cet été-là, elle avait recommencé à étendre le linge dehors, convaincue que cela aiderait à éliminer l'odeur de fumée encore emprisonnée dans les vêtements. Début octobre, la forêt derrière leur maison semblait à moitié brûlée, à moitié renaissante. Des troncs calcinés s'élevaient d'une pente d'aiguille brune, mais les cerfs étaient déjà revenus, broutant près de la lisière du développement. Ce même changement avait attiré autre chose. Un grand puma mâle déplacé et affamé avait été aperçu par 2 résidents promenant leurs chiens à l'aube. Le service de contrôle des animaux du comté a reçu les rapports mais n'a pas pu réagir rapidement. Les ressources étaient occupées à gérer des pertes de bétail ailleurs. Melissa avait lu les messages sur la page du quartier concernant un chat maigre aperçu près de la crête, mais elle n'y a pas prêté attention. Il vivait en Oregon, ce n'était pas inhabituel de voir des animaux sauvages, se disait-elle. Les pumas peuvent atteindre 8 pieds de long et peser plus de 120 livres. Ils chassent seuls, préférant l'embuscade depuis un abri et évitent normalement complètement les humains. Mais lorsque les proies se font rares, ils se rapprochent des habitations suivant les corridors de serre ou les ruisseaux qui traversent la croissance suburbaine. Les biologistes ont noté plus tard que ce mâle montrait des signes d'usure avancée des dents et de malnutrition, des facteurs qui augmentent les comportements à risque. Une fois qu'un prédateur commence à chercher des proies faciles, il franchit un seuil invisible. La différence entre la survie prudente et le désespoir. 3 jours avant l'attaque, un voisin a trouvé la carcasse à moitié dévorée d'un cerf à moins de 100 yards de la clôture de Melissa. Un autre a entendu des appels gutturaux résonner à travers la crête à l'aube. À 10h45 du matin, le 9 octobre, la plus jeune de Melissa, Chloé, âgée de 6 ans, préparait un sandwich au beurre de cacahuètes quand elle a vu un mouvement près de la corde à linge. Les draps se sont soulevés 1 fois, 2 fois, comme si quelqu'un marchait derrière eux. Un voisin de l'autre côté de la rue, en congé maladie, se souvient avoir entendu un léger cliquetis des pinces à linge tombant au sol. À 11h07, le premier cri a déchiré l'air immobile. Le voisin, Thomas Beck, a dit qu'il est devenu en 3 rafales, courtes, tendues, puis brusquement réduites au silence. Lorsqu'il est sorti en courant, il a vu un mouvement flou près de la clôture, un tissu de couleur claire, puis une ombre se déplaçant à travers le linge. Melissa s'était placée entre son enfant et la direction du bruit, bloquant instinctivement l'entrée. Le lion s'est élancé à travers un panneau fragile de la clôture, ses griffes s'accrochant au bois en forçant le passage. L'attaque s'est déroulée dans un espace pas plus grand qu'un petit patio. Beck a vu la lutte, mais n'a pas pu traverser la rue assez vite. Le mari de Melissa, rentrant tôt du travail, a entendu des cris avant même de tourner dans leur rue. Il a sauté de son camion avec une pelle, balançant vers l'animal alors qu'il plaquait Melissa près de la base d'un érable. Les témoins ont décrit les mouvements du lion comme erratiques, mordant, se retirant, tournant à nouveau. Les cris de Melissa étaient aigus mais s'estompaient. Le bruit de la pelle en métal frappant la clôture résonnait dans la rue. Un autre voisin frappait un balai sur sa rambarde, criant pour l'effrayer. Pendant un instant, le lion recula, queue basse, haletant. Puis, poussé soit par la faim, soit par la confusion, il a de nouveau bondi. Les derniers instants ont été rapides et silencieux.
David Crane a ensuite dit aux enquêteurs qu'il se souvenait des yeux de l'animal captant la lumière du soleil de la couleur du verre ambré. Quand il a frappé à nouveau, le manche de la pelle s'est cassé en deux. Lorsque les adjoints sont arrivés, le chat avait déjà disparu dans la crête. Melissa gisait inerte à côté de son panier renversé, un drap blanc à moitié enfoui dans la cendre. Sa fille s'était enfermée à l'intérieur. Des traces et des marques de traînées menaient vers un fossé de drainage avant de s'estomper. Les gardes forestiers ont trouvé le lion sous-alimenté. Quelques jours plus tard, l'ont euthanasié et ont confirmé la famine. La couverture médiatique est restée minimale. La crête en Oregon est retournée au silence, mais dans un autre coin du monde, le silence signifie autre chose. Pas la sécurité, mais un signal que quelque chose de plus haut dans les montagnes observe encore. C'était le 2 février 2015, dans la région de l'Annapurna au Népal. La lumière du matin commençait à se lever sur les crêtes enneigées, perçant la brume qui roulait comme une fumée lente à travers les vallées. La tempête qui était passée 2 jours plus tôt avait laissé l'air mince et étrangement calme. Arun Tamang, 29 ans, était enseignant dans la vallée inférieure de Mustang qui faisait de courtes randonnées en solo chaque fois que le temps le permettait. Les montagnes lui étaient familières, non pas en tant qu'alpiniste, mais en tant que fils de villageois qui a grandi en entendant le vent à travers les drapeaux de prière. Il était modeste, connu pour réparer les lanternes pendant les festivals et partager des couvertures supplémentaires avec les randonneurs plus lents. Lorsque son école a fermé pendant une semaine en février à cause de fortes chutes de neige, il a prévu une simple randonnée d'une journée pour vérifier l'ancien abri de pâturage de sa famille avant le printemps. Cet hiver était rigoureux. Des tempêtes répétées ont chassé les troupeaux des pâturages élevés tôt et la neige était épaisse sur les contreforts. Les carcasses de chèvres marquaient les chemins d'avalanche et les villageois murmuraient au sujet des léopards rôdant près des maisons, des animaux maigres et affamés suivant les couloirs de bétail. Les bergers rapprochaient leurs troupeaux des villages, laissant les sentiers supérieurs silencieux. Quand Arun est parti à l'aube, le danger semblait lointain. Il portait une veste bleue, un petit sac et s'attendait à revenir au crépuscule. Les pentes en dessous de Manang étaient un mosaïque de givre et de roches. Chaque pas brisait de fines croûtes de glace tandis que des avalanches grondaient faiblement au loin. Au-dessus, quelques corbeaux tournaient autour d'un étroit ravin, le seul signe de mouvement dans une vallée immobile et blanche. Les léopards sont des prédateurs solitaires, mesurant en moyenne environ 4 pieds de longueur corporelle et pesant jusqu'à 140 livres. Construites pour la furtivité, elles se déplacent avec un silence feutré, leur pelage tacheté se fondant facilement dans la forêt et les broussailles. Elles préfèrent les cerfs et les petits mammifères, mais elles charognent ou chassent le bétail lorsque les proies naturelles se font rares. En hiver de famine, les léopards plus âgés ou blessés peuvent y prendre de plus grands risques, s'aventurant près des villages ou suivant des voyageurs isolés le long des chemins boisés. Contrairement aux lions, ils ne rugissent pas avant d'attaquer. Leurs attaques d'indiens sont rapides, silencieuses et à courte portée. 3 jours avant la randonnée d'Arun, des bergers ont signalé avoir trouvé des empreintes de pattes fraîches près d'un col escarpé connu pour ses congères. Les traces étaient profondes, espacées, signe d'un animal lourd se déplaçant rapidement. Un porteur a mentionné avoir entendu des appels de tout étrange après le crépuscule, du genre que les léopards utilisent pour localiser des partenaires ou avertir des rivaux. Les habitants ont conseillé aux voyageurs de se déplacer par paire et d'éviter les itinéraires à l'aube, lorsque la croûte de neige est assez bruyante pour trahir les pas. Arun avait entendu les discussions, mais les a ignorées. Son itinéraire était court, le sentier familier, et les prévisions météorologiques promettaient une brève accalmie avant l'arrivée du prochain front. Vers le milieu de la matinée, la lumière avait changé, aplatissant les ombres. La neige s'était encore ramollie, obligeant à progresser plus lentement. Près d'une crête étroite, les empreintes d'Arun déviaient du sentier principal vers un affleurement rocheux surplombant un ravin gelé, probablement pour se reposer ou s'abriter du vent soufflant en rafales. C'est là que les chercheurs ont ensuite trouvé des indices de son sac et une petite empreinte dans la neige. Un porteur, grimpant le lendemain, a rapporté avoir entendu un grondement bas et rauque près de cette même corniche et aperçu un éclair bleu avant qu'il ne disparaisse sous la poudreuse dérivante.
La séquence qui a suivi a été reconstituée à partir de traces, de marques de griffes et de lignes de traînées visibles sous une fine croûte. Les preuves montraient que le léopard s'était approché par le haut en utilisant la couverture naturelle de la pente. Le premier coup a probablement fait tomber Haroun face contre terre. Une dépression compacte suggérait que les pattes avant du félin avaient atterri sur ses épaules. Un petit éparpillement d'équipements, un gant, une lampe de poche, une sangle de sac déchirée montraient une brève résistance. Dans l'analyse du prédateur, l'attaque correspondait à une embuscade motivée par la faim plutôt qu'à une défense territoriale. L'animal mordait et tenait, tentant de maîtriser une proie plus lourde que d'habitude. Les signes de lutte ne s'étendèrent pas à plus de 3 mètres en contrebas avant que les marques de traînée ne commencent, menant à une dépression peu profonde partiellement recouverte de neige. Le comportement de mise en cage du léopard était précis. Il avait tiré de la neige et des débris lâches sur le corps avec l'intention de revenir plus tard. La gratture était peu profonde, seulement quelques pouces de profondeur avec des empreintes de pattes distinctes le long du bord. Les traces de l'attaquant continuaient en montée avant de disparaître au-dessus d'une corniche. Les chercheurs n'ont trouvé aucune trace de sang au-delà du site, ce qui signifie que le léopard est probablement parti une fois dérangé par le bruit de l'équipe de recherche. Un berger qui a aidé les bénévoles a dit qu'il avait vu un mouvement dans les rochers supérieurs à l'aube, une silhouette accroupie, la queue remuant une fois avant de disparaître de vue. Lorsque les secouristes sont arrivés sur le site le 2e jour, la neige déplacée avait déjà caché une grande partie. La veste bleue d'Haroun a été trouvée partiellement gelée contre la pente, une manche tendue vers l'extérieur comme si elle atteignait. Son appareil photo, trouvé à quelques mètres, contenait une dernière photo montrant le brouillard envahissant la vallée. Aucun animal visible, seulement l'horizon flou. Les gardes forestiers ont documenté les preuves et confirmé un léopard en se basant sur la largeur des traces et le modèle de cache. La nouvelle du décès est restée locale. Les autorités ont émis de brèves mises en garde, mais ont retenu les détails pour éviter l'inquiétude parmi les randonneurs. Un petit enterrement a eu lieu et ses étudiants ont envoyé des drapeaux de prière à la crête. Les écologistes ont cité la faim et non l'agression comme cause. Fin février, les villageois allumèrent des feux nocturnes et portèrent des sifflets. Au printemps, l'eau de fonte a effacé les empreintes et la crête est redevenue silencieuse. De l'air raréfié de l'Himalaya à l'étendue dense de Mumbai, le terrain change, mais le schéma ne change pas. Lorsque les frontières sauvages s'estompent, les prédateurs s'adaptent plus vite que les gens ne l'imaginent. C'était le 21 mars 2017 dans le district de Thane, Maharashtra. La ville se réveillait encore lorsque la brume flottait au-dessus des tours d'appartements à moitié construites et que des chiens errants fouillaient les déchets éparpillés. Au-delà de la route principale, une petite école élémentaire se trouvait entre le canal de drainage et une étroite bande de bois qui avait autrefois fait partie d'une plus grande forêt. Sunita Patel avait 42 ans, concierge et gardienne d'école. Elle habitait à 3 rues de là dans un studio loué avec la famille de sa sœur. Connue pour sa fiabilité, elle arrivait chaque matin avant le lever du soleil pour balayer la cour et ouvrir les salles de classe. L'école accueillait les enfants des travailleurs des environs, de petites salles aux couleurs vives entourées d'un mur en béton de seulement 5 pieds de haut. Sunita aimait le calme avant le début de la journée, parlant souvent avec le gardien de la porte pendant qu'elle travaillait. Elle travaillait à l'école depuis 9 ans. Fière qu'elle reste propre et ordonnée malgré les canalisations en ruine et les broussailles sauvages le long de sa limite arrière. Le quartier où elle travaillait était une zone typique de l'expansion urbaine de Mumbai, en partie bétonnée, en partie forestière. Un canal de drainage passait derrière l'école, se connectant à une série de ponceaux et de tuyaux d'évacuation envahis par la végétation qui menait vers la limite du parc national Sanjay Gandhi. Au cours de la dernière décennie, des léopards avaient commencé à apparaître plus fréquemment dans ces espaces intermédiaires, attirés par les chiens errants et la facilité de fouiller près des sites de déchets. Il n'était pas inhabituel pour les résidents d'entendre des grognements la nuit ou de trouver des empreintes de pattes dans la boue après de fortes pluies. Les léopards sont les grands félins les plus adaptables de l'Inde, capables de survivre dans une forêt dense ou une banlieue surpeuplée. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 150 livres et sauter plus de 20 pieds en un seul bond. Ils chassent principalement la nuit, utilisant la couverture et le silence pour tendre une embuscade à leur proie,
puis disparaissent avant l'aube. Dans des villes comme Mumbai et Tann, ils se nourrissent principalement de chiens errants et de cochons, s'aventurant parfois dans les zones résidentielles lorsque la nourriture se fait rare. Ils se méfient des humains mais deviennent imprévisibles lorsqu'ils sont surpris ou acculés. Une lumière vive, un mouvement soudain ou un bruit peuvent transformer l'évitement en confusion et en agressivité. La semaine avant l'incident, les résidents ont signalé avoir vu un léopard sur CCTV près d'un stand de thé en bord de route à moins d'un demi-mile de l'école. Ils suivaient la ligne de drainage, un corridor pratique pour les animaux sauvages se déplaçant à travers les zones développées. Les équipes municipales étaient conscientes d'une grille ouverte en attente de réparation derrière le mur de l'école, mais les travaux avaient été interrompus. La directrice a envisagé de retarder les cours du matin, mais a décidé de ne pas le faire après les assurances des responsables locaux que les gardes forestiers surveillaient la situation. Le matin du 21 mars, la rue devant l'école était calme, à l'exception de 2 vendeurs installant leurs chariots et de quelques parents accompagnant leurs enfants jusqu'au portail. À 6h12 du matin, des images de sécurité examinées plus tard par les autorités ont montré un mouvement dans le drain derrière l'enceinte. Un léopard est apparu, accroupi, puis s'est glissé par le canal ouvert dans la cour de l'école. Le gardien de service, Rajesh Mehta, venait juste de déverrouiller le portail extérieur lorsqu'il a remarqué l'animal près du bord de la cour. Ces cris d'avertissement ont surpris à la fois le léopard et Sunita qui balayait l'extrémité de la cour près d'une rangée de jardinières. Des témoins ont déclaré que l'animal s'est figé pendant plusieurs secondes, ses oreilles frémissant vers le bruit avant de bondir dans la direction de Sunita. La distance entre eux était de moins de 30 pieds. Le léopard l'a franchi d'un seul bond, la percutant avant qu'elle ne puisse reculer. Mehta a saisi une chaise en plastique et l'a balancée, criant à l'aide. Le vacarme a attiré l'attention d'un vendeur de légumes et de 2 parents juste à l'extérieur du portail. L'un d'eux a commencé à enregistrer sur un téléphone alors que le léopard se retournait de manière erratique, plaquant Sunita au sol. Les mouvements de l'animal semblaient confus. Il mordait, relâchait, puis se recroquevillait à nouveau tandis que le groupe lançait des pierres et criait. En moins d'1 minute, il se retira vers le drain, queue basse, et disparut de la même manière qu'il était venu. Lorsque le bruit s'est calmé, le garde et les passants ont couru là où Sunita était tombée. Le balai était toujours serré dans sa main, cassé près du milieu. Elle n'a pas eu le temps de crier. La police est arrivée en 15 minutes, suivie par les agents du département forestier. Les images de la caméra de sécurité ont capturé l'événement en entier. Un mouvement furtif, un flou de fourrure tacheté et quelques secondes indistinctes avant que l'image ne tremble alors que le garde courait pour aider. Les autorités ont suivi des empreintes de pattes ou à travers le drain et ont confirmé qu'elles correspondaient à un léopard mâle connu pour rôder le long du bord du parc. En milieu d'après-midi, des équipes de tranquillisation ont installé des pièges près du canal mais n'ont rien attrapé. 2 nuits plus tard, le même léopard a été capturé après avoir déclenché une cage à pâté avec un chien errant. Il a été identifié, sédaté et relocalisé dans une réserve faunique à l'extérieur de Nashik. Les responsables l'ont décrit comme étant en bonne santé mais sous-alimenté. La couverture médiatique est restée brève. Quelques courts articles citant le chevauchement entre humains et faune et des avertissements aux résidents près des corridors de drainage. L'école a fermé pendant 2 jours, puis a rouvert avec des gardes temporaires et de nouveaux couvercles de drainage soudés en place. La sœur de Sunita a récupéré son dernier mois de salaire discrètement au bureau municipal. Dans les villes, les rencontres se terminent aussi vite qu'elles commencent, mais dans la nature sauvage, les heures s'étirent de plus longtemps, et une erreur dans l'obscurité peut effacer la différence entre la routine et le fatal. C'était le 14 août 2017, dans une réserve protégée du sud du Kenya. La nuit sentait la poussière et le diesel, un vent léger se déplaçant à travers la brousse entre les touffes d'acacia. Les phares des véhicules lointains brillaient comme des lucioles se déplaçant lentement le long de la route du parc. Ailleurs, la terre était sombre et patiente. Joseph Juma avait 36 ans, un garde de nuit dans l'unité anti-braconnage du parc. Il avait passé la moitié de sa vie dans ses patrouilles, apprenant à lire les traces et le silence, comme d'autres lisent les journaux. Il préférait les patrouilles à pied parce qu'elles faisaient moins de bruit et pouvaient attraper les braconniers qui passaient les barrages routiers. Il soutenait une petite famille élargie,
une femme, 2 enfants et une mère âgée, et portaient leurs attentes avec lui à chaque service. Joseph était prudent mais décisif. Il se déplaçait souvent seul pour des raisons tactiques, croyant qu'une empreinte solitaire suscitait moins de soupçons qu'un convoi. Cette habitude, acquise au fil des années sur le terrain, rendait ses jugements rapides et parfois légèrement risqués. Les autres rangers le connaissaient pour repérer les pièges et libérer les animaux capturés. Cette nuit-là, son secteur avait observé des mouvements étranges de buffles, des troupeaux déviant de leurs chemins habituels et une augmentation de la récupération de pièges. Les communications radio mentionnaient la présence suspectée d'un braconnier près d'un lit de rivière asséché et des rugissements de lions qui semblaient au plus proches que d'habitude. Joseph s'est porté volontaire pour ouvrir un chemin à pied à travers un couloir étroit où des traces et des excréments frais suggéraient une activité. Son intention était d'enquêter et de marquer des signes ambigus pour la patrouille motorisée plus tard dans la matinée. Le sol était inégal avec des termitières et du sable mou, l'herbe haute se balançant sous le clair de lune le long d'une crête au-dessus d'un ravin asséché. Les nuits comme celle-ci, le son se propageait étrangement. Un aboiement sec ou un moteur lointain se faisait entendre, puis s'éteignait. La combinaison de buissons, de dunes et de terrains accidentés cachait et amplifiait le mouvement. C'était le genre de terrain où un prédateur pouvait s'approcher à moins de 20 à 30 pieds sans être vu jusqu'au dernier moment. Les lions sont de grands prédateurs sociaux. Un mâle adulte peut peser plus de 400 livres et exercer une force écrasante avec ses mâchoires et ses pattes avant. Les mâles de la région sont connus pour leurs longues patrouilles et pour enquêter sur toute perturbation près des proies ou des charognes récentes. Lorsqu'un lion garde de la viande ou enquête sur d'autres prédateurs, il reste sur place et s'il est surpris à courte distance, il peut réagir avec des frappes rapides et puissantes destinées à immobiliser. Leur tactique implique de lourds coups de patte avant et des morsures à la tête ou au cou. Dans la pénombre, ils comptent sur le contact rapproché plutôt que sur de longues poursuites. Les avertissements cette nuit-là étaient rares mais présents. Le trafic radio faisait référence à une Jeep égarée aperçue près d'un poste frontière 1 heure plus tôt. Un garde forestier senior a dit à l'équipe d'éviter les enquêtes solitaires là où une activité de buffles ou de lions était signalée. Joseph a reconnu l'avertissement sur sa radio mais a quand même avancé dans le couloir, décidant qu'une vérification visuelle rapide pourrait lever l'incertitude avant l'aube. Il portait une radio standard, une lampe de poche et une matraque courte. Il n'a pas demandé de renfort car il a estimé que se déplacer discrètement serait moins susceptible d'alerter les braconniers. Ce jugement correspondait à la culture opérationnelle standard. Des vérifications rapides et discrètes étaient courantes, mais cela réduisait l'aide immédiate en cas de problème. Vers 2 heures du matin, Joseph suivit une nouvelle série de traces dans une clairière étroite. Ses propres empreintes étaient les dernières marques humaines pour les prochains mètres. Un collègue en patrouille en véhicule a entendu des interférences radio sporadiques, puis un seul appel brusque avant que les transmissions ne s'arrêtent. Les véhicules se sont dirigés vers le secteur, mais ont été ralentis par le sable mou et la nécessité d'éviter de faire du bruit qui pourrait disperser les suspects. Une caméra thermique portative récupérée plus tard dans l'équipement d'un coéquipier a enregistré des signatures thermiques lointaines et un seul mouvement brusque coïncidant avec l'interruption soudaine de la radio. Lorsque la patrouille motorisée atteignit la clairière quelques minutes plus tard, ils trouvèrent du matériel éparpillé, une torche cassée et une paire de bottes abandonnées dans l'herbe. Ce que les enquêteurs ont reconstitué à partir des traces et des signes était une rencontre en contact rapproché. Les pisteurs de suivi ont trouvé de profondes entaillements de griffes dans le sol durci et des marques de frottement indiquant que le lion avait lutté au niveau du sol. Le motif des marques de morsure sur les vêtements et la position de l'équipement, traîné, suggérait que Joseph avait été renversé au sol, immobilisé et mordu dans une séquence courte et violente destinée à le maîtriser. Les témoins arrivés peu après ont décrit avoir entendu des rugissements et un chœur de grognement bas et en colère au loin. La caméra corporelle d'un garde forestier a capté un audio intermittent, un long rugissement guttural suivi d'un bruit de sable éparpillé et d'une lumière lointaine. L'animal n'a pas traîné la victime loin. Les preuves indiquaient qu'il gardait la zone immédiate, puis s'est retiré en montant la colline lorsque des lumières de véhicules et des voies humaines se sont approchées. Les équipes médicales et médico-légales ont noté plus tard que les blessures étaient compatibles avec une rencontre défensive autour d'une possible proie ou d'une carcasse, plutôt qu'une traque non provoquée.
Des os éparpillés et des signes récents de charognage ont été trouvés à proximité, indiquant soit une carcasse de buffle, soit une grande proie charognée qui justifierait qu'un lion défende son territoire. Le terrain a ralenti les temps de réponse et compliqué l'extraction. Le sable mou et les pistes étroites empêchèrent les véhicules d'atteindre rapidement le point exact. La coupure radio et le timing correspondaient à une surprise soudaine à courte portée plutôt qu'à une chasse prolongée. Le parc a classé le rapport et a renforcé les règles de patrouille. Pas de suivi en solo, vérifications obligatoires avec un partenaire et appel radio toutes les 5 minutes. La couverture est restée minimale, axée sur les mises à jour de sécurité. La famille de Joseph a reçu un soutien discret et une brève cérémonie commémorative a eu lieu au poste. Le site a ensuite été marqué par des poteaux plus visibles et de nouveaux protocoles de patrouille, un rappel pour les futurs rangers des choix faits en silence. Les plaines d'Afrique ont leur propre rythme de danger, mais même les terres agricoles tranquilles le portent aussi. Dans la lumière matinale des forêts d'Amérique du Sud, la même règle s'applique. La faim trouve toujours la limite. C'était le 7 septembre 2015 dans la province de Misiones en Argentine. L'air avant l'aube était frais et lourd, portant l'odeur humide de l'herbe et le léger bourdonnement des insectes. La lisière de la forêt derrière la ferme de la famille Ruiz était encore sombre, mais les enclos à chèvres près de la clairière étaient animés de mouvements agités. Esteban Ruiz avait 47 ans. Un petit éleveur qui avait vécu toute sa vie le long du même chemin de terre à l'extérieur de Campo Ramon. Il élevait des chèvres, quelques cochons et des poules, un bétail modeste qui soutenait sa femme et ses 2 fils adolescents. Les habitants le respectaient pour son endurance et son tempérament égal. Contrairement à certains de ses voisins, Esteban utilisait rarement des armes à feu. Il croyait qu'il valait mieux effrayer les prédateurs plutôt que de les tuer, disant que la forêt avait le droit d'exister aux côtés des fermes. Son fusil de chasse, un canon simple rouillé, hérité de son père, était plus un moyen de dissuasion qu'une arme. Cette année-là fut difficile. La sécheresse poussa les cerfs et les tapirs plus profondément dans la forêt, et les observations de jaguars augmentèrent bien près de la rivière. 3 semaines plus tôt, 2 chèvres avaient été trouvées mortes près du fossé de drainage. Esteban renforça l'enclos avec du fil de fer et patrouilla la nuit, ignorant les supplications de sa femme d'attendre le jour. Il craignait que l'hésitation n'invite le risque. La terre autour de sa propriété descendait vers un ruisseau bordé de palmiers et de bambous. Au-delà commençait la forêt atlantique dense, humide et pleine de sons superposés. La nuit, la brume se rassemblait sur l'herbe et s'accrochait aux poteaux de clôture. Le sol était mou, et au matin, les empreintes d'opossums, de tatous et de chiens marquèrent sa surface. Les sons des animaux nocturnes se propagèrent facilement. Un cri soudain, un bruissement, puis le silence. Depuis la ferme, l'enclos des chèvres se trouvait à moins de 50 mètres, entouré d'une clôture en treillis et d'un simple portail en bois. Les jaguars sont des prédateurs de premier plan en Amérique du Sud, capables de traîner des proies pesant 2 fois leur poids. Les mâles adultes peuvent atteindre 7 pieds du museau à la queue et peser plus de 200 livres. Leur morsure est parmi les plus puissantes de tous les grands félins, suffisamment forte pour percer un crâne ou écraser un os. Normalement, les jaguars évitent les humains, préférant chasser les capybaras, les cerfs ou le bétail lorsque les proies si naturelles se font rares. Mais à mesure que le défrichement agricole s'étend, les limites de leur territoire se confondent avec les terres agricoles et leurs habitudes changent. Dans ces zones frontalières, un jaguar surpris peut attaquer par défense plutôt que de fuir. Pendant plusieurs jours avant l'attaque, les voisins d'Esteban avaient cédé parler d'empreintes étranges près du ruisseau et de chèvres refusant de paître près des arbres. Un agent forestier passant par le village a mentionné avoir vu des images de pièges photographiques montrant un jaguar se déplaçant vers le nord depuis une réserve voisine, probablement déplacé par l'activité de déforestation. Esteban a écouté, mais a continué ses rondes nocturnes. Le 6 septembre, la veille au soir, il a dit à sa femme qu'il avait entendu quelque chose de plus lourd qu'un chien tourner autour de la clôture arrière. Elle l'a exhorté à appeler la garde municipale, mais il a haussé les épaules, disant que c'était juste de passage. Peu avant l'aube, vers 5h10 du matin, l'enfant d'un voisin, éveillé à l'étage supérieur, a vu un mouvement dans la cour d'Esteban, une forme sombre se glissant à travers la clôture inférieure vers l'enclos des chèvres.
À l'intérieur de l'enclos, les animaux ont commencé à bêler de confusion. Esteban est sorti avec sa lampe de poche et son vieux fusil à la main, vêtu seulement de sa chemise de travail et de ses bottes. Le faisceau de lumière a capté 2 reflets verts dans le coin éloigné de l'enclos. Un grognement guttural bas résonna dans l'obscurité. Il avança lentement, appelant les chèvres, balançant la lumière vers la forme. Le jaguar avait déjà saisi un animal, son corps tressaillant dans l'ombre. Quand Esteban cria et leva le bras, le faisceau frappa les yeux du félin de plein fouet. L'animal se tourna, les oreilles aplaties, et se tapit. Surpris, Esteban s'interposa entre les chèvres affolées et l'ouverture dans la clôture, agitant la lampe de poche pour les diriger à travers. Le jaguar bondit, franchissant la courte distance d'un seul saut. L'impact le projeta en arrière contre le poteau. Des témoins ont ensuite décrit le bruit, un cri aigu, puis la porte en bois claquant contre son cadre. L'enfant qui regardait a crié pour appeler son père, qui a couru dehors et déclenché la sirène d'urgence de la ville. En quelques minutes, plusieurs hommes des maisons voisines sont arrivés avec des bâtons et des outils, frappant sur des casseroles en métal et criant pour effrayer le prédateur. Un homme a tiré un coup de semonce en l'air. Le jaguar hésita, sa queue fouettant l'air, avant de se retourner et de disparaître par la même ouverture par laquelle il était entré. Quand le bruit s'est estompé, on a trouvé Esteban près de la base de la clôture, sa lampe de poche à quelques pieds de là, son faisceau brillant encore faiblement sur l'herbe. Plusieurs chèvres se blottissaient dans le coin opposé, indemnes mais tremblantes. Il respirait encore lorsque les voisins l'ont atteint, mais il est mort avant l'arrivée du médecin local. Des blessures profondes sur son épaule et son cou ont confirmé un coup puissant unique, typique du comportement de mise à mort d'un jaguar. Les autorités ont traité l'affaire discrètement. Les nouvelles locales lui ont consacré quelques lignes, notant les empreintes trouvées près du ruisseau. Des pièges photographiques ont ensuite montré un jaguar mâle solitaire passant par là, déjà parti à la fin de la semaine. La communauté a levé des fonds pour reconstruire la clôture des Ruisses et ajouter des lumières solaires. Les responsables forestiers ont lancé un petit programme de protection du bétail. La veuve d'Esteban a reçu une simple plaque. Après cela, personne ne patrouillait seul les enclos avant l'aube. Merci d'avoir regardé. Vous avez aimé cette vidéo? Cliquez pour en voir plus.